La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, l'alerte au risque d'inondation dans le bassin de la Volta. Les experts évaluent depuis ce matin la situation. Ils sont en réunion à Lomé. La monnaie unique, l'éco, s'est annoncée pour cette année, mais elle ne verra pas le jour en 2020. La cause, la pandémie à coronavirus. Et puis, il y a plusieurs pays qui ne remplissent pas encore les critères de convergence. Seul notre pays, le Togo, est prêt. Nous verrons comment. Et puis nous parlons aussi ce soir slam, c'est art qui raconte la vie, le quotidien dans un jeu de mots bien choisi, bien rythmé et voire bien rimé. Le slam vu et raconté ce soir dans le 20h. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. 3 années passées chez nous et il s'en va. Marc Visi est sur le départ. L'ambassadeur de France au Togo est en fin de mission dans notre pays. Il est donc allé faire ses adieux ce lundi au chef de l'État. Au cours de l'audience, les deux hommes ont fait le tour d'horizon des questions de coopération bilatérale, de développement et de sécurité. La déclaration du diplomate français au sortir de l'audience, il est au micro de Ramdan Bassina. J'ai effectivement été reçu par le président de la République à l'instant. Je lui avais demandé cette audience parce que j'arrive au terme de ma mission ici à Lomé au bout de 3 ans. Je vais quitter mes fonctions et prendre les fonctions d'ambassadeur dans le pays voisin, au Bénin. Et comme il se doit, je suis venu remercier le président pour son accueil et pour les 3 années de travail, je le crois, fructueuses que j'ai passées ici. Nous avons parlé du développement de la coopération entre la France et le Togo, du partenariat qui est fort et qui s'exprime dans de nombreux domaines, dans le domaine du développement sur le terrain. La France et le Togo font ensemble beaucoup en matière d'eau, d'énergie, d'éducation, de santé. Et ça, je crois que le président est satisfait de cette coopération. Nous avons bien sûr évoqué la situation politique. Le président, je crois, a conscience que le pays est apaisé, mais qu'il convient de maintenir un dialogue avec toutes les forces politiques, et c'est important. Et puis, nous avons évoqué la situation dans la région, les questions de sécurité qui sont préoccupantes, et je crois que le président suit de très très près, avec ses homologues de la CEDEAO, l'ensemble des situations particulières dans les États voisins, et bien sûr au Mali en ce moment, et il me semble que la voix du Togo mérite d'être entendue. Les Togolais m'ont très bien accueilli. Je suis très attaché à la liberté de la presse parce que je sais que l'immense majorité des journalistes dans ce pays sont d'excellents professionnels, et d'ailleurs on y contribue, la France y contribue avec le programme Profamet que beaucoup d'entre vous connaissent. Les journalistes togolais sont dans leur majorité, je le disais, de très bons professionnels, mais pour ceux qui confondent liberté de la presse et droit de diffamation, je pense que des petits rappels sont nécessaires en toute amitié. Et voilà donc pour la présidence de la République. Direction maintenant la primature. La plateforme nationale de risque de catastrophe s'est tenue cet après-midi. Là, à la primature, les différents organes de la dite plateforme ont présenté au chef du gouvernement, commissaire Classou, la situation liée au risque de catastrophe née de la présente saison de pluie. Une situation inquiétante, surtout dans le septentrion. Le Premier ministre, en plus des mesures déjà prises, invite à beaucoup plus de vigilance et au travail en synergie. Yasmine Kodia. Réunion de crise à la primature face aux pluies diluviennes sur le territoire national. Nous sommes en plein cours de la saison diluvienne. Dans le septentrion, débordement des cours d'eau, rupture des ponts et des localités sous l'eau. Nous avions essayé de présenter la situation qui prévaut dans le nord du Togo après les fortes
pluies d'inondations qui ont causé des ruptures de ponts, des effondrements de maisons, l'inondation des champs dans un premier temps et dans un deuxième temps, puisque nous sommes à la veille de la deuxième saison à Lomé. Donc, quelles sont les mesures prises pour contrer d'éventuelles inondations au sud du Togo? Nous déplorons malheureusement 8 morts. Nous avons dans la préfecture de Tone 3 morts, Kéran un décédé, dans le Pengal nous avons un, dans le Dankpen nous avons un et à Kanté nous avons un. 8 morts, 1250 ménages touchés. La situation interpelle. Par l'entremise de l'Agence nationale de la protection civile, le gouvernement a déployé des moyens pour secourir les populations sinistrées. Le ciel n'a pas encore dit son dernier mot et le Premier ministre insiste sur la sensibilisation face à ceux qui persistent à occuper des zones inondables. Ce qui reste à faire, c'est encore continuer la sensibilisation. Parce que devant ce phénomène de précipitation, ce n'est pas seulement le gouvernement, les élus locaux, mais également la population elle-même. Il y a encore des pratiques, je dirais, répréhendées, notamment déverser des ordures dans les caniveaux. Au-delà de la sensibilisation, il doit y avoir une autre étape de la sanction. Mais nous privilégions la sensibilisation. Lorsque on obstrue les voies de passage, notamment les caniveaux, les canaux d'écoulement, là, le problème, c'est que naturellement, lorsqu'il y a des pluies, ça engendre immédiatement des inondations. En gros, nous disons dans Lomé, le Grand Lomé, si les habitants, chacun joue sa partition, en réalité, nous ne devons plus connaître les situations d'antan. Par contre, dans la partie septentrionale, c'est vrai, vous avez mis l'accent sur la sensibilisation et même l'utilisation des gilets de sauvetage. Là, je crois que c'est là où il y a des cours d'eau. Et puis le mécanisme d'alerte aussi, c'est par rapport aux riverains des cours d'eau. Lorsque le niveau des eaux atteint un seuil, là, l'alerte est donnée. Mais il y a d'autres endroits où c'est compte tenu de la topographie même de la localité, les gens ont aussi les pieds dans l'eau. Quand vous dépassez Loti en allant vers la ville de Mango, ce n'est plus les cours d'eau, mais ce sont les eaux d'épandage dans la plaine. Donc, les préfets, les maires doivent être associés étroitement à la sensibilisation, les réalisations, notamment les besoins exprimés. Aujourd'hui, on peut se réjouir quand même que les différents organes ont un certain nombre de moyens pour pouvoir faire face. Mais au regard de l'intensité des précipitations, nous devons accroître la mise à disposition des ressources pour que là où les infrastructures sont en cours puissent être achevées à temps. Mais la mise en place des infrastructures seule ne suffit pas. Il faut que les bénéficiaires, notamment les populations, jouent aussi leur partition. Ne plus colmater les voies de passage. On voit même parfois la construction de certaines maisons complètement dans le lit ou dans la zone de passage des eaux. Donc, une seule construction met en danger tout un quartier. Les ressources
mises à disposition par l'État n'auraient pas d'impact attendu s'il n'y a pas une parfaite collaboration de la population. Ici, les inondations, ailleurs, les feux de végétation interminables. C'est une situation planétaire due au dérèglement climatique. Une situation face à laquelle nul ne peut prévoir et le Premier ministre insiste sur la vigilance des uns et des autres. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans la sous-région, vous le savez, le cas du Niger, du Tchad, du Sénégal, du Soudan, du Cameroun, etc., nous sommes à un moment de changement climatique. Chez nous, nous parlons d'inondation, sous d'autres cieux, c'est le feu qui ravage. Et donc, nous devons tout faire pour nous adapter au nouveau contexte du changement climatique. Le président de la République attache du prix à cette collaboration entre les différents organes pour qu'il y ait un impact positif dans les solutions attendues en ce moment de précipitations exceptionnelles dans la sous-région, ce qui n'épargne pas notre pays. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous féliciter pour le travail, surtout le travail en synergie. Les instructions sont données à la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes d'accélérer les travaux de réaménagement des bassins de rétention en cours de réalisation et à bien entretenir l'existant. Le Premier ministre a instruit le ministre de l'administration territoriale de travailler avec les représentants locaux, dont les maires, pour impliquer davantage les populations dans la gestion de la crise. Le bassin de la Volta a exposé également à ces deux phénomènes dont faisait allusion tout à l'heure le Premier ministre, la sécheresse et les inondations, surtout en ce temps de fortes pluies, alerte donc au risque de catastrophe. Les experts de l'autorité du bassin de la Volta, réunis justement à Lomé, évaluent la situation depuis ce matin. L'exercice, les précisions de Lucassi. Inondations et sécheresse. Des impacts du changement climatique subis fréquemment par les communautés installées dans les zones du bassin de la Volta en Afrique de l'Ouest. Évoluant principalement dans le secteur agricole, les populations concernées sont obligées de chercher des solutions alternatives en s'installant dans les zones vulnérables. Le projet intègre la gestion des inondations et de la sécheresse et les systèmes d'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta est conçu à cet effet. Une évaluation des capacités et besoins est faite pour jeter les bases de la mise en œuvre de ce projet. Une évaluation est faite. Nous avons parcouru les acteurs clés du secteur de l'eau et du climat. Je veux dire tous ceux qui travaillent en lien avec l'eau et le climat. On a écouté leurs besoins. On a évalué les capacités d'intervention, chacun dans son domaine. On a fait un rapport. Donc nous sommes ici aujourd'hui, chacun va voir en fonction de ce qu'il fait, si toutes les capacités sont intégrées à ce rapport, si tous les besoins pour être efficaces sur le terrain sont intégrés à ce rapport. Nos échanges vont faire le point pour améliorer ce rapport en fait. D'accord? Pour qu'on ait tous la même compréhension de ce qui se fait au Togo, dans la portion nationale du bassin, et comment ça se fait. Comme ça, à quoi on s'attend pour renforcer? Il y a des initiatives qui sont en cours au niveau national. Il y a des initiatives qui sont en cours en termes d'abord de prévision, aussi en termes aussi d'action, donc en termes donc de gestion même de risques, quand elles surviennent malgré tout, parce qu'on ne peut pas empêcher les risques dans tous les cas. En termes de prévision, il y a déjà des initiatives qui sont dans le bassin, il y a des modèles qui sont là, qui permettent donc d'anticiper un peu lorsque une inondation va survenir pour permettre aux populations, et pas seulement les populations, disons les acteurs conseillent de prendre des mesures pour éviter vraiment que la catastrophe n'ait trop d'impact sur les populations. La perspective est de parvenir à une compréhension commune des défis à relever afin de mener des actions coordonnées et conjointes en faveur des dites communautés. C'est un projet qui vient appuyer le gouvernement dans ces différentes initiatives. Ce projet
qui cadre parfaitement avec l'axe 3 du plan national de développement de notre pays, PND 2018-2022, initié et conçu par le chef de l'État, M. Faure Esozimna Nyasingbe, vise à aider les 6 pays du bassin de la Volta à mettre en œuvre des mesures coordonnées et conjointes pour améliorer leur plan de gestion existant au niveau régional, national et local et à bénéficier des enseignements tirés des projets passés et en cours liés à la réduction des risques de catastrophes et à l'adaptation au changement climatique. Le projet se fixe pour ambition de développer dans le bassin de la Volta une première mise en œuvre de la gestion intégrée à la fois des inondations et de la sécheresse en responsabilisant les services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres institutions compétentes des 6 pays riverains. Piloté par l'autorité du bassin de la Volta, le projet couvre les 6 pays qui ont en partage la Volta. Il devra renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux impacts du changement climatique. Mieux comprendre pour mieux en parler. L'ambassade des États-Unis fait former des journalistes sur les reportages sur l'économie et les finances. Le moins qu'on puisse dire, eh bien, ce sont des sujets qui ennuient souvent beaucoup de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs. Il est donc question de les rendre plus accessibles dans la pratique journalistique. Dodo Arrêt. Au contact des professionnels de l'économie et de la finance. 10 jours pour s'imprégner des grands enjeux de la matière économique et la nécessité de véhiculer la bonne information économique et financière aux populations. L'ambassade des États-Unis offre cette possibilité aux hommes et femmes de médias de s'intéresser davantage aux questions économiques du pays en apportant des informations vraies et précises aux citoyens. Le Togo a pour objectif de devenir un pôle économique en Afrique de l'Ouest dans les années à venir. Contribuer à faire des entrepreneurs togolais les acteurs d'une économie nationale prospère qui profitera aux Togolais comme aux Américains est l'une des priorités de l'ambassade des États-Unis. Ni le Togo, ni l'ambassade ne pourraient y parvenir si la presse ne joue pas son rôle critique. L'information est essentielle dans tous les domaines de la vie. Elle est encore plus dans le domaine économique et commercial, car elle est la base de la prise des bonnes décisions. Si le Togo veut être un point régional de convergence économique, la presse est essentielle pour communiquer cette vision au monde. L'ambassade des États-Unis est fière de jouer son rôle dans la promotion de la croissance économique et le soutien des institutions démocratiques en formant les médias. Les journalistes en particulier, ceux évoluant dans le secteur économique, doivent donc revoir leurs techniques de rédaction pour rendre les articles plus digestes en des termes plus simples et compréhensibles aux populations. Le ministre en charge de la communication apprécie l'initiative qui s'ajoute à bien d'autres déjà prises par la représentation américaine pour accompagner la presse togolaise. Dans le cadre de la promotion d'une coopération forte et indépendante des journalistes et professionnels des médias, l'ambassade des États-Unis au Togo reste et demeure un partenaire traditionnel et de taille. Alors, après plusieurs éditions du projet Les Lauriers du journalisme d'impact et des formations ponctuelles de journalistes, c'est le tour de l'introduction à la pratique du journalisme économique et financier. Durant ces presque 2 semaines que vont durer les travaux, il sera donc question d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences rédactionnelles ou de les systématiser afin de pouvoir expliquer des données et des faits économiques et financiers. Spécifiquement, il s'agira de se familiariser avec les concepts commerciaux, économiques et financiers, au décryptage des données boursières, l'importance des fluctuations des prix de certains produits stratégiques sur l'économie locale. Souffrez que je saisisse cette occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe, pour l'intérêt particulier
qu'il accorde à la communication dans notre pays. En effet, grâce à sa volonté politique, d'énormes avancées sont enregistrées dans ce secteur. Depuis son accession à la magistrature suprême, il s'agit entre autres de l'effectivité de l'aide de l'État à la presse, de la dépénalisation du délit de presse dans notre pays, de la mise en œuvre de projets de formation au profit des journalistes et professionnels des médias, de l'élaboration en cours de la politique nationale de la communication et de l'information, de la numérisation des médias audiovisuels d'État, du nouveau code de la presse togolaise avec ses nombreux avantages pour les journalistes et j'en passe. Des mesures qui certainement vont rendre le 4e pouvoir plus performant, viable et crédible conformément à l'éthique et à la déontologie du métier. Et elle devrait justement faire l'objet de beaucoup de reportages plus qu'annoncés pour cette année. Mais l'écho, la monnaie unique, ne verra pas le jour en 2020. La cause, vous le savez, la pandémie à coronavirus et beaucoup de critères encore à remplir pour nombre de pays. Seul le Togo, notre pays, est prêt. Les explications avec Lucassi. Le Togo fait office de bon élève en ce qui concerne les préparatifs relatifs à la mise en œuvre de la monnaie unique ECO. Il est le seul de l'espace CEDEAO à avoir validé tous les critères de convergence pour une monnaie unique. Rester en dessous de 3% du produit intérieur brut, de déficit, de 10% d'inflation avec une dette inférieure à 70% du PIB. Ce sont là les critères clés de convergence concernés. Des performances qui ont valu au président de la République, Faure Gnassingbé, des félicitations de ses pairs à la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Niamey en début de mois. C'est à cette même rencontre de haut niveau que le président nigérien Muhammadu Buhari a émis le vœu que la mise en place de l'ECO dont la sortie était prévue pour cette année soit reportée. Un souhait soutenu par le fait que les pays de la sous-région soient également impactés par la COVID-19. Une situation qui n'aiderait pas des pays de la CEDEAO à remplir les critères de convergence requis au cours des prochaines années. Bien qu'un report soit envisagé, le président nigérien a exhorté ses pairs à rester toujours mobilisés pour l'atteinte des objectifs de l'Union monétaire de la CEDEAO en tant que projet sous-régional. Son vœu a été exaucé. Selon Alassane Dramane Ouattara, l'ECO en tant que monnaie scripturale ou fiduciaire ne pourra pas voir le jour avant une durée de 3 à 5 ans. Et d'ici là, le franc CFA sera toujours en vigueur. Même si le report était prévisible au regard de l'environnement économique et le taux d'échange parité à l'euro ou flexibilité, le processus a suffisamment avancé. Une fois arrêté, l'ECO pourra être échangé à un taux flexible et l'espace aura sa banque centrale fédérale. Le respect des critères de convergence macroéconomique par tous les pays concernés reste le défi à relever dans la marche vers une politique monétaire commune. Et selon des critères qui fait du Togo le bon élève dans la sous-région, prêt pour l'ECO, le nouveau code des investissements. Le test fait actuellement l'objet d'explications, l'exercice, l'étape de Kara avec Nestor Bouchou. Le gouvernement togolais s'est engagé dans un programme d'amélioration du climat des affaires dans le souci de rendre ce climat plus attractif pour les potentiels investisseurs. Ainsi, le pays s'est doté d'un nouveau code des investissements. Ce code a été voté par l'Assemblée nationale en juin 2019 et promulgué dans le même mois par le président de la République. Il accorde des facilités et s'aligne sur les priorités du gouvernement. Le nouveau code des investissements n'est pas encore connu des citoyens et des opérateurs économiques. Cette rencontre à Kara participe à sa vulgarisation. Le nouveau, qui est fixé par la loi de juin 2019, apporte des innovations. Lesquelles? D'abord, c'est le fait qu'aujourd'hui, les réductions ne sont plus par rapport au montant de bénéfices à la fin de l'exercice, mais plutôt par rapport au montant ou à l'importance de l'investissement ou au nombre d'emplois pérennes qui sont créés. Donc, à travers ce code, nous visons réellement la politique de l'emploi dans le pays. Autre innovation dans ce code, c'est le régime
qui est appliqué aujourd'hui. Avant, nous avions deux régimes. Un régime de déclaration et un régime d'agrément. Aujourd'hui, il y a une fusion. Il n'y a qu'un régime d'agrément. Autre chose par rapport à ce nouveau code, c'est l'architecture même. Avant, vous avez des articles qui sont épars dans le code. Aujourd'hui, tous les articles qui parlent des mêmes tests ou des mêmes impôts sont réduits sous des chapeaux. Et ça facilite la lecture pour les opérateurs économiques. Autre innovation encore de ce code, c'est le fait pour les opérateurs aujourd'hui de voir simplifier leurs formalités ou le parcours pour l'installation. Avant, il fallait faire plusieurs démarches. Aujourd'hui, tout se fait à un guichet unique qui est l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche appelée APIZF. Dans son message présenté à l'assistance, le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale a relevé que l'élaboration du nouveau code des investissements a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022 en vue de son succès. Pour lui, le secteur privé est un partenaire incontournable qui porte le moteur de la croissance socio-économique du pays. Il a rendu hommage au chef de l'État qui a fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille au point de faire progresser le Togo ces dernières années dans le classement du rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Ainsi, dans la foulée, l'une des raisons pour investir nationaux comme étrangers, c'est que le Togo diversifie ses produits à l'exportation. Voyons cela avec Sandra Ziagui. De l'Afrique de l'Ouest, BCAO est formel. Le Togo présente toujours le plus haut niveau de diversification des exportations devant le Sénégal. Le moins performant selon toujours la note de l'institution bancaire sous-régionale reste la Guinée-Bissau, fortement spécialisée sur les ventes de noix de cajou. Une tendance qui demeure stable depuis plusieurs années. Cette diversification explique la BCAO s'évalue par le biais d'un outil, l'évolution de l'indice de diversification de TEL, qui prend en compte le nombre de produits exportés par un pays et le degré de concentration de la structure des exportations sur quelques produits. Selon ce critère, plus les valeurs sont faibles, plus la diversification des exportations est forte. Ainsi, le Togo obtient un indice de 0,99, le plus bas de l'Union. Ses exportations se sont même sensiblement diversifiées. Au fil des années, l'indice était à 1 pour 2018. Le Togo est suivi du Sénégal, 1,14. En comparaison, la Guinée-Bissau a un indice de 2,91 et la Côte d'Ivoire, principale économie de l'Union, présente un indice de 1,37. Plus globalement, dans les pays de l'Union, on relève une situation quasi stable en matière de diversité des exportations en comparant les périodes 2016-2019 à 2012-2015, à l'exception de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Rappelons que le Togo s'est souvent illustré dans la diversification des exportations à travers les filières comme le soja, les produits bio et aussi dans les secteurs miniers et minéral. Nous sommes le 21 septembre aujourd'hui. C'est aussi la journée des Nations Unies pour la paix. L'institution internationale appelle à un front commun contre le Covid-19 qui pourrait bien menacer la paix. En quoi cela, Augustin Kossi, sur les facteurs de risque en cette période de crise sanitaire. Des moments comme celui-ci ne sont possibles qu'en temps de paix. Et la paix reste un concept. Un calme qui est synonyme d'absence de perturbation. Pour ceux qui s'y intéressent, au-delà du mot, la paix doit être traduite par les actes. La paix consiste à maintenir une sorte de stabilité, non seulement entre les différents pays, mais aussi entre les différentes communautés d'un même pays. Et le 21 septembre coïncide avec ce que les Nations Unies ont baptisé Journée internationale pour la paix. Dans ce contexte, les Nations Unies estiment, notamment en son 15e anniversaire, que l'ennemi des hommes n'est plus un ennemi en termes d'humanité, mais l'ennemi commun est la pandémie au coronavirus,
et qu'il est extrêmement important que chaque pays ait pour objectif la recherche de la paix en faisant de sorte que tout ce qui peut créer des différends entre les hommes puisse être mis sous-jacent de sorte à s'unir et faire front commun contre le coronavirus. L'appel de l'ONU consiste à dire, quels que soient les différends entre les humains, aujourd'hui il y a un ennemi plus grand. La paix est donc une condition sine qua non pour un développement économique, social, voire la stabilité politique. Sans elle, il est évident que les moyens de subsistance des communautés soient menacés et la pandémie au coronavirus peut être considérée à juste titre comme une menace pour la survie de l'humanité. Elle ralentit les activités économiques. Or, la stabilité d'un pays dépend aussi de sa prospérité économique. À partir du moment où les gens ne sont pas en mesure d'aller travailler, que les entreprises soient obligées de licencier un certain nombre d'employés parce que les revenus ne sont plus les mêmes, que la bonne dame qui allait au marché ne soit pas en mesure d'aller au marché, effectivement, cela constitue une menace importante pour la sécurité mondiale et particulièrement pour la sécurité des pays déjà fragiles. Fort heureusement, les mesures précoces qui ont été prises ont permis de ralentir les effets de cette pandémie. Pour ce qui concerne le Togo, on pourra saluer la précocité des mesures, mais dire aussi que ces mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de briser la propagation de cette pandémie ne peut être véritablement des mesures prospères que lorsque la population elle-même adhère à ces mesures-là. Cette adhésion suppose l'intérêt de la communauté au-dessus de tout. On parle des facteurs de paix en lien avec la crise sanitaire. L'un des premiers facteurs, c'est la capacité du gouvernement à freiner cette pandémie, à prendre des initiatives pour essayer d'aider les populations les plus fragiles. En cela, on va saluer toutes les mesures qui ont été prises dans ce contexte-là et qui permettent aux couches les plus vulnérables de surmonter sans grande difficulté la crise actuelle. Il faudra aussi, à la suite de ces mesures-là, voir quelles pourront être les mesures d'accompagnement économique et exhorter les entreprises à maintenir leur personnel dans les activités, de sorte que le taux de chômage et de sous-emploi ne soit pas trop élevé. Ce qui fragilise aujourd'hui la paix, au-delà des problèmes sociaux, c'est également des problèmes religieux. Il est fortement à encourager que les leaders religieux aient un discours apaisant, aient un discours qui appelle à la cohésion sociale, aient un discours qui contribue à mobiliser les citoyens autour de leurs gouvernants. L'un des facteurs aussi pour maintenir la paix, c'est cet appel-là qu'on peut lancer à ceux qu'on appelle les leaders d'opinion, notamment les chefs traditionnels, les religieux, les ONG, etc., etc. Un etc. qui appelle chaque acteur à apporter sa contribution à l'édification de la paix, puisque les conflits sont toujours inhérents à la vie humaine, il faudra les surmonter dans le respect des uns et des autres. Et à ce jour, lundi 21 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1669,
avec 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1274 avec 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 354 et le nombre de décès est de 41. Communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et professeur Moustapha Midiawa. À l'étranger, en bref, les Maliens ont un nouveau président. L'ex-ministre de la Défense Ba Ndao, désigné nouveau président de la transition par un comité mis en place par la junte au pouvoir. Son numéro 1, le colonel Lassimi Goïta, qui a fait l'annonce à la télévision nationale, est lui-même désigné vice-président. Le nouveau président est censé officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. La cérémonie de passation de serment aura lieu vendredi prochain, a dit le colonel Goïta. Ces annonces interviennent après plusieurs semaines de pression de la CEDEAO sur la junte pour la désignation rapide de personnalités civiles. L'on attend donc désormais la réaction des chefs d'État ouest-africains dont l'ultimatum expire demain. Un autre communiqué avant de boucler cette édition, communiqué toujours du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise du 24 au 27 septembre 2020, en collaboration avec ses partenaires, une campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite. Cette campagne va se dérouler dans les régions Grand Lomé et Maritimes, notamment dans les districts de Bamono, Golfe, Agwenive, Lac, Vaux, Yoto, Zio et Davé. Elle fait suite à la découverte de 8 nouveaux cas confirmés dans les districts de Golfe et Agwenive dans la région Grand Lomé et Vaux dans la région maritime de février à mars 2020. Face à cette situation, le Togo a opté, en collaboration avec ses partenaires, d'organiser une campagne de riposte vaccinale à 2 tours dans ces 2 régions pour renforcer davantage l'immunité des enfants de moins de 5 ans contre cette maladie. Au cours de cette campagne, les agents vaccinateurs passeront de ménage en ménage pour donner 2 gouttes du vaccin contre la poliomyélite aux enfants de 0 à 5 ans dans le respect des mesures de prévention contre la COVID-19. Cette campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite sera mise à contribution également pour rechercher d'éventuels cas de paralysie flasque aiguë, de même que des enfants âgés de 0 à 23 mois et les femmes enceintes non complètement vaccinées dans chaque ménage. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il invite les populations des 10 régions et districts à participer massivement à cette campagne en faisant vacciner gratuitement les enfants de 0 à 5 ans tout en réservant un accueil chaleureux aux agents vaccinateurs dans le strict respect des mesures barrières contre Covid-19, communiqué donc du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On avait annoncé parler donc de slam. Nous reviendrons donc sur le slam vu et raconté, et ce sera dans nos prochaines éditions. Et ceci referme la présente. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Djama Atakwame et partout ailleurs dans le goût. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.